Sur les bords de la rivière des Parfums, Hue, la capitale de l'Empire, est une copie de la cité interdite de Pékin. 1000 ans d'occupation ont laissé des traces dans ce pays que les Chinois appelaient l'Annam, c'est-à-dire le Sud pacifié. La porte de l'Est, le palais bleu, le palais des reines, les pagodes, les tombeaux des empereurs. La Chine, c'est l'ennemi, mais c'est aussi le modèle. L'empereur d'Annam est fils du ciel, comme en Chine. Ces fonctionnaires, les mandarins, ne sont pas des nobles, mais des lettrés, recrutés par examen, choisis selon le mérite et non selon la naissance. Le plus vieux bâtiment de Saigon est celui des messageries impériales. Sous Napoléon III, la marine française est la seconde du monde. Elle rêve de rebâtir un nouvel empire des Indes. Après les évêques, les amiraux. Rigaud de Genouilly, Lagrandière, Courbet. C'est la Cochinchine des amiraux. Les premières images filmées de cette colonie du bout du monde datent de 1896. D'un côté, calèches, fracs et jupons à falbala dans la moiteur des tropiques. De l'autre, des hommes nus ou en haillons. Et des marchands, des aventuriers, des explorateurs. En 1909 encore, le Détam, un chef rebelle, résiste pendant 10 mois à 15 000 soldats français avec une petite troupe de paysans. On les baptise des pirates et on leur applique la loi annamite, impitoyable aux insoumis. Les exécutions publiques, où on tranche au sabre la tête des condamnés, sont photographiées pour en faire des cartes postales. Et les soldats les envoient à leurs fiancés en France avec de bons baisers d'Hanoï. Et voilà comment la France se retrouve à la tête d'un petit empire en Extrême-Orient. 5 pays, la Cochinchine, colonie depuis 1864, l'Annam, le Cambodge, le Laos, qui sont des protectorats, et le Tonkin, au statut mal défini. La moitié de la France, 15 millions d'habitants. On ne l'appelle pas le Vietnam, mot interdit, mais l'Indochine française. C'est la perle de l'Empire. La France peut être fière. En 20 ans, elle a construit au bout du monde des villes comme Hanoï, à l'image d'un petit Paris, avec son grand théâtre qui imite l'opéra de Garnier, son petit lac, son palais du gouvernement général d'où partent les ordres pour les 5000 fonctionnaires français qui administrent le pays. À la gare, pas de taxi, mais des pouces tirés à bras d'hommes. Le pont Paul Doumer, qui a 2 kilomètres de long et qui enjambe le fleuve Rouge, va devenir la tour Eiffel de Hanoï. 20 000 Français à peine vivent ici. L'Indochine n'est pas une colonie de peuplement. Elle appartient à quelques grandes sociétés dont les représentants se retrouvent tous les ans, ici, à la foire de Hanoï. La Banque de l'Indochine, les chargeurs réunis, les glacières et brasseries d'Indochine, les charbonnages de Honghaï, les cotonnières de Nam Dinh. La
colonie est entièrement gouvernée par les Français. Modèle d'administration, paradis des fonctionnaires, où le gouverneur général, ici Albert Sarraut, le plus célèbre, est pratiquement un souverain absolu. Il dirige tout, contrôle tout, régente tout. C'est le péché originel de la colonisation à la française. L'empereur d'Annam a conservé tout le faste et le rituel des fils du ciel. Mais ce n'est qu'une façade. Dès qu'il veut faire preuve d'indépendance, il est brisé. En 30 ans, 3 empereurs sont chassés du trône par les Français. Amni, qui prend le maquis en 1885, arrêté, déporté en Algérie. Tantaï, déposé en 1907, exilé à La Réunion. Enfin, Duitan, intronisé à 7 ans, déposé à 16 et exilé à La Réunion. Le dernier en date, Caïdine, résigné, se console en chassant le canard sur les étangs du palais. Et sa deuxième épouse, la jolie reine Ufi, se demande quel sera le destin de son fils, le petit prince Vintui, le futur Baodaï. La République française, une et indivisible, traite ses colonies comme des enfants mineurs. Les mandarins ne sont plus recrutés par concours, selon le mérite, mais nommés par le gouverneur, pour leur souplesse d'échine. Dans les quartiers annamites, comme la rue de la Soie à Hanoï, qui entre parenthèses n'a guère changé depuis 60 ans. Tout est calme. C'est le monde des petites échoppes d'artisans, le marché permanent des vendeurs à la sauvette, le grouillement de la foule. Fumée qui monte au ciel, c'est toi. C'est l'Asie éternelle, immuable, résignée. Au paradis artificiel. On va découvrir la cruelle réalité indochinoise. Un livre, entre autres, écrit par une journaliste, André Violis, et intitulé SOS Indochine, va remuer l'opinion. Dans la préface, André Malraux écrit « L'Indochine est loin, on entend mal les cris qu'on y pousse ». Les charbonnages de Hongaï, par exemple, c'est une mine à ciel ouvert, la meilleure affaire d'Indochine, avec des dividendes fabuleux. 23 000 fourmis, des fourmis humaines, y travaillent. Écoutez ce qu'en disaient les commentaires de l'époque. La main-d'œuvre est recrutée parmi les indigènes qui acceptent sans difficulté ce travail facile et bien rémunéré, au point que de nombreuses jeunes femmes annamites viennent solliciter d'être enrôlées dans les équipes. Elles font preuve d'un grand zèle et arrivent à égaler les hommes en rendement au travail, malgré l'apparente raideur de leurs costumes. La vérité, ces hommes, ces femmes, ces enfants sont recrutés de force par des gardes chiourmes, les cailles, qui les rançonnent et les mènent à la tripe. Ils travaillent 12 à 14 heures pour 1 piastre par jour. En fait, on ne leur donne qu'1 piastre par semaine pour qu'ils ne crèvent pas de faim. Et on les paie avec 1 mois de retard pour qu'ils ne se sauvent pas. Ce qu'ils font souvent malgré tout, sans demander leur reste. Dans les mines d'étain, dans les plantations, dans les usines, c'est le même enfer. Ce ne sont pas des mines, mais des bagnes. Pas des ouvriers, mais des esclaves. Il faut faire quelque chose. Le gouverneur général Pasquier, un libéral, supprime le travail forcé, promulgue des mesures sociales et annonce même des réformes politiques, réclamées depuis longtemps. Pour cela, on s'appuiera sur l'empereur Baodaï. C'est la première solution Baodaï en 1932. Celui-ci est en France depuis 10 ans, où son père l'a envoyé tout enfant faire des études. Il a aussi appris à jouer au tennis. Membre de l'équipe du lycée Carnot, il a battu en finale Jacques Chaban-Delmas du lycée Lacanal.
Élie de Rothschild lui a appris à faire du ski et à jouer au poker. En septembre 1932, il rentre au Vietnam à bord de l'aviso Dumont d'Urville, plein d'enthousiasme. Il a 19 ans et s'entoure d'un groupe de jeunes conseillers nationalistes qui exigent une constitution, un parlement, des journaux. L'illusion ne dure pas 6 mois. Affolés, l'administration et les colons vont bloquer toutes les réformes. Et Bao Dai doit bientôt se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes sous l'œil vigilant du gouverneur général. De façon paradoxale, cette Indochine pétainiste va faire des progrès étonnants. Interdiction de tutoyer les indigènes, construction d'écoles, création d'un mouvement de jeunesse où sont formés 100 000 jeunes Vietnamiens qui chantent « Maréchal, nous voilà ». Nous voilà. Ironie, ils formeront plus tard les cadres du Viet Minh. À Hanoï, à Saigon, la colonie française attend la libération avec impatience. L'état-major français est en contact avec De Gaulle. L'amiral Decoux lui-même est au courant. Tout le monde a viré de bord et complote ouvertement à la barbe des Japonais. Le 9 mars 1945, ceux-ci frappent un grand coup à leur façon. Dans la nuit, par surprise, les casernes, les forts tenus par les Français sont pris d'assaut. L'amiral Decoux est placé en résidence surveillée, les troupes françaises désarmées et internées. La citadelle d'Hanoï, la garnison de Hue ont résisté héroïquement mais en vain. À Lang Son, dans le nord, 150 hommes luttent pendant 3 jours contre 3000 Japonais. Pendant ce temps, le 11 mars, l'ambassadeur du Japon, M. Yokoyama, se présente au palais impérial de Hue. Quelle nouvelle vient-il apporter à l'empereur Bao Dai? Hier, nous avons mis fin à la souveraineté française et le Japon est heureux de vous apporter aujourd'hui votre indépendance. Il parlait français? En quelle langue il parlait? Il parlait parfaitement français, car sa femme était française. Mais fallait-il accepter ce cadeau empoisonné? Ils nous ont posé le pour et le contre. Qu'est-ce que valait cette indépendance? Comment fallait-il la prendre? Les ministres m'ont dit que Votre Majesté ne peut pas refuser cette indépendance. Car l'indépendance, depuis un siècle, était un mot tabou pour nous. Les Japonais savaient ce qu'ils faisaient. Vainqueurs ou vaincus, ils avaient rendu l'Asie aux Asiatiques.